Le Fonds saoudien pour le développement débloque 23 milliards pour un prêt et 3 milliards pour un don au Burkina Faso. Ces financements serviront au bitumage de la route Ouayougui-Djibo et à la réalisation d'une centaine de forages au profit des populations burkinabées. Les documents ont été paraphés ce 1er juillet par les deux partenaires. Quel peut être l'avenir de la décentralisation dans un contexte sécuritaire difficile au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest? Les acteurs de la décentralisation et ceux de la lutte contre l'insécurité réfléchissent à Ouagadougou autour de cette question. Ils devront proposer des solutions innovantes afin que la décentralisation soit effective dans un environnement de sécurité. À l'étranger, la Russie prolonge l'embargo alimentaire sur les produits occidentaux. Vladimir Poutine a signé un décret prolongeant jusqu'en fin 2017 cet embargo russe imposé principalement aux pays de l'Union européenne. Moscou réagit ainsi aux sanctions économiques décrétées contre la Russie à la suite de la crise ukrainienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Au Premier ministère, le chef du gouvernement a échangé hier avec le directeur du secteur de l'eau pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur le portefeuille actuel de la Banque mondiale pour le projet ZIGA. Le responsable de cette institution a également présenté au Premier ministre le programme d'appui au secteur de l'eau pour le Burkina Faso, dont le montant s'élève à 60 milliards de dollars. Le point avec Mathias Drabo et Aimé Solange Guigma. Le nouveau programme d'appui au secteur de l'eau de la Banque mondiale pour le Burkina est au cœur des échanges entre le Premier ministre Paul Kabatieba et la délégation de la dite banque, conduite par le directeur de l'eau pour l'Afrique francophone, Alexander Bakalian. C'est un programme d'un montant de 60 millions de dollars qui doit permettre au gouvernement d'atteindre 0 corvée d'eau en accord avec les objectifs du PNDS. Nous avons un nouveau programme d'appui au secteur de l'eau qui va inclure grosso modo d'abord une grande composante pour la connaissance des ressources en eau souterraines et de surface du Burkina Faso. Et dans un deuxième temps, un gros investissement dans l'hydraulique rurale, l'approvisionnement en eau des populations rurales du Burkina Faso. Et troisièmement, pour tout ce qui concerne aussi l'appui au domaine de l'assainissement. Sans oublier le très important aspect du renforcement des capacités, comment dans ce secteur on peut travailler avec les universités locales, les élèves étudiants, les professeurs, pour donc améliorer leur contribution dans ce secteur aussi important comme celui de l'eau. Il a également été question du financement du projet ZIGA dans son volet approvisionnement en eau potable dans la ville de Ouagadougou. Un projet qui est en cours d'exécution dont le montant s'élève à 160 millions de dollars. Le gouvernement burkinabé et le Fonds saoudien pour le développement ont signé une convention de financement de 22 milliards et un mémorandum de 3 milliards de francs CFA. Accordés sous forme de prêts et de dons, ces financements serviront au bitumage de la route Ouayougui-Djibo et à la réalisation de forages. Les deux documents ont été paraphés ce 1er juillet par le ministre en charge de l'économie et le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Roger Kam et M. Solange Guigma. Ce sont au total 25 milliards 800 millions de francs CFA que le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le Fonds saoudien de développement, met à la disposition de l'État burkinabé par cette signature de convention de financement et d'un mémorandum d'entente. Des fonds qui vont contribuer à dynamiser les échanges commerciaux dans la sous-région et à réaliser des forages. Une partie représente leur contribution à la construction de la route Ouayougui-Djibo de 115 km et l'autre partie c'est un don que le fonds donne au Burkina Faso pour pouvoir mettre en place un certain nombre de forages, 115 à peu près, 110 à peu près, 110 forages et pour couvrir les besoins de 65 000 personnes, ce qui est quand même un exemple très éloquent. Et mieux que cela, il nous a rassurés que compte tenu des objectifs vraiment assignés au plan national de développement économique et social, des objectifs auxquels ils ont adhéré, ils vont continuer à nous appuyer pour des programmes futurs. Je crois que c'est l'occasion donc de les remercier très sincèrement au nom du gouvernement du Burkina Faso et au nom du peuple burkinabé.
Ces deux signatures ce matin-là dénotent donc de la qualité des relations entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite, qui se traduisent donc par cette relation entre le Fonds saoudien de développement, qui est partenaire dans l'exécution de beaucoup de projets avec les institutions qui l'accompagnent depuis plus de 40 ans. Et dans les jours à venir, nous allons prendre langue avec les autorités du Burkina Faso pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur d'autres voies donc, de collaboration pour le développement du pays. De bonnes relations de coopération entre les deux pays qui ont permis au Burkina de bénéficier auprès de ce fonds de 12 prêts pour un montant de 98 milliards de francs CFA et de 5 dons de 18 milliards de francs CFA pour le financement de divers projets de développement. Et à l'issue de cette signature de convention, le vice-président du Fonds saoudien pour le développement a visité des chantiers sur le terrain. Il s'est rendu sur le site de construction du centre hospitalier régional de Zignaré et sur le chantier de l'aéroport de Donsin. Occasion pour lui d'apprécier l'état d'avancement des travaux qui bénéficient également du financement du Fonds saoudien pour le développement. Roger Kam et M. Solange Digma. Sur le chantier de construction de l'aéroport de Donsin, le vice-président du Fonds saoudien de développement, Youssef Al-Bassam, vient s'enquérir de l'évolution des travaux. Lesquels travaux sont au stade de la construction des voies d'accès. Après le déplacement des populations, nous allons à partir du mois d'août commencer les travaux sur la plateforme elle-même. Les contrats ont été déjà signés ou sont en cours de signature, à savoir la clôture, la piste et quelques voiries. Et pour le plus gros, les travaux vont commencer au cours du premier trimestre 2018 pour environ 3 ans. Et actuellement, nous sommes dans la phase de sélection des entreprises. Le Fonds saoudien de développement contribue à hauteur de 20 milliards de francs CFA à la construction de l'aéroport. Ce fut également l'occasion pour le vice-président d'échanger avec les populations relogées. J'ai été impressionné par la planification et la manière dont les travaux sont dirigés. Nous avons aussi visité le village où on a relogé donc les habitants de l'ancien site de l'aéroport et nous pensons que les choses se passent très bien. Le chantier est lancé et pour ce qui est des financements complémentaires, nous allons donc entrer en discussion et voir comment est-ce que le fonds saoudien de développement et le fonds arabe et les autres fonds vont ensemble et se mettre la main dans la main pour accompagner ces constructions. Youssef Al-Bassam s'est également imprégné de l'architecture du centre hospitalier régional de Zignaré en chantier qui sera reproduite à Manga avec l'appui de son institution. Une visite sur le site touristique de Laongo a mis fin à cette sortie de terrain. Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur la province de la Tapoua dans la région de l'Est. Le calvaire des usagers de la route Diapaga frontière du Bénin est en phase d'être soulagé un temps soit peu. Et ce, grâce à des travaux d'intérêt public initiés par les promoteurs du projet dénommé Organisation pour le développement durable. Les travaux se font en collaboration avec les populations riveraines. Le constat avec Aruna Kabouré et Mahamadzi Ouedraogo. Les populations de Madaga, dans la commune de Logobou, prennent à bras le corps la question de réhabilitation des infrastructures routières dans la Tapoua. En collaboration avec ODD, Organisation pour le développement durable de Logobou, ces populations riveraines s'organisent pour rendre praticable la principale voie qui relie Diapaga à Logobou, frontière du Bénin. On a vu que l'état de la route arrive à un point où on ne peut même pas passer. Donc nous n'avons pas eu l'expérience, mais moins on peut pour faire notre mieux. Ce n'est pas parfait. Il est très difficile d'emprunter cette voie. C'est pourquoi nous avons adhéré aux travaux. C'est utile pour nous tous. Les autorités communales de Logobou ne sont pas restées en marge de ces travaux d'intérêt commun. Elles ont participé activement au ramassage des cailloux et au bouchage des parties endommagées de la voie. Cette route-là, il y a eu pas mal de travaux que l'ODD a organisés en collaboration avec la population. C'est une grande appréciation. Nous sommes très fiers parce que le développement
ce n'est pas seulement quelqu'un qui va venir te faire développer. C'est un acte louable qu'il faut vraiment féliciter. On voit que les populations prennent leur destin en main. Et ça, c'est très important. Je pense que depuis fort longtemps, si les populations avaient compris ça, on n'allait pas tout attendre du gouvernement. En attendant le bitumage de cette route communautaire annoncée par le gouvernement burkinabé, nul doute que cette initiative participera à l'essor économique des populations de toute la province de la Tapoa. Le dernier trimestre de l'année 2017 est l'échéance fixée pour le démarrage du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Ce projet vise à améliorer la mobilité et l'accès des populations aux infrastructures. Les membres du comité de pilotage de ce projet sont en concertation à Ouagadougou dans le but d'identifier les différentes activités à mener. Urbain Benito Somé, Estelle Judith Assorba. Les membres du comité de pilotage du projet de transport et du développement des infrastructures urbaines se concertent ici sur la faisabilité de la mise en œuvre du projet. D'un coût global de 112 millions de dollars US, ce projet est cofinancé par la Banque mondiale, la coopération suisse et le gouvernement burkinabé. Il dure 6 ans et vise à améliorer la mobilité et l'accès aux infrastructures des populations des zones rurales et urbaines. Les bénéficiaires directs sont les populations de Koudougou, Waiguia, Dédougou, Tenkodougou et Manga. Le projet a 4 composantes. Il y a une composante qui a trait aux infrastructures interurbaines. Donc nous avons la construction et le bitumage de la route Manga-Zabré et Dendego-Zoncé. Nous avons aussi la deuxième composante, les infrastructures urbaines et la voirie urbaine, et éventuellement des infrastructures marchandes. Et il y a une troisième composante, la composante appui institutionnel. Et le quatrième point, c'est la gestion des projets. Il s'agira pour ces membres d'examiner et adopter les programmes d'activité, le plan de passation des marchés et d'envisager le démarrage effectif du projet. Le démarrage, nous l'espérons au dernier trimestre de l'année 2017, parce que pour ce qui concerne la route Manga-Zabré, nous avons eu la non-objection des bailleurs de fonds pour ce qui est des travaux, et par rapport au contrôle, nous sommes en train de... C'est le processus de passation des marchés. Les populations des 5 localités concernées devront prendre leur mal en patience. Actualité en bref et en images, le président du Faso est arrivé ce 1er juillet 2017 à Bamako aux environs de 15 h pour participer au sommet du G5 Sahel qui aura lieu demain 2 juillet. Le thème de ce sommet porte sur le partenariat stratégique entre le G5 Sahel et la France, confrontés à des défis sécuritaires communs en vue de contribuer davantage au renforcement des capacités des États en leur donnant les moyens de lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la radicalisation, l'extrémisme violent et l'immigration irrégulière. Il est également attendu de ce sommet que les États encouragent et facilitent la coopération sécuritaire transfrontalière et qu'ils améliorent les conditions de vie des populations sahéliennes. Le G5 Sahel regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions. Autre point de l'actualité, l'avenir de la décentralisation face aux périls sécuritaires au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. C'est sous ce thème que se tient à Ouagadougou un atelier de réflexion sur les défis sécuritaires du moment. L'atelier est initié par le laboratoire Citoyenneté en collaboration avec le gouvernement burkinabé. Issa Kafando, Frédéric Etienne Bassenga. Décentralisé, déconcentré de l'État, échange sur la question de l'insécurité au Burkina Faso. C'est une initiative du laboratoire Citoyenneté qui apporte sa contribution à la lutte contre le phénomène à travers cette concertation. Nous pensons que les collectivités territoriales décentralisées, les services techniques déconcentrés et décentralisés ont des compétences qui leur attribuent des pans entiers de sécurisation du territoire dans leur sphère de compétences, à savoir la prévention, tout simplement, l'information juste aux citoyens et surtout la sensibilisation. L'insécurité est bien réelle au Burkina et dans la sous-région,
souligne le ministre en charge de la Sécurité. Sa persistance exige une synergie d'action et des innovations dans les stratégies de lutte. Chacun devrait, en tout cas, par rapport à un tel thème, apporter sa contribution pour que dans cette discussion d'échange, nous puissions arriver à des propositions qui permettent aux gouvernants, à l'État central, de prendre de pouvoir en profiter pour faire en sorte que la décentralisation que nous avons adoptée il y a de cela plus de 20 ans maintenant se poursuive parce qu'elle est porteuse d'espoir. Concrètement, il va s'agir pour ces structures déconcentrées et décentralisées de l'État de proposer des solutions au niveau local sur la sécurité des personnes, des espaces publics et les activités à caractère religieux. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso fait le point de ses activités depuis sa création. Les membres du bureau de cette structure ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Ils se sont également prononcés sur le renouvellement de l'équipe dirigeante du CNJBF, Konsoun Koulibaly et Vincent Tchendrebego. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, le CNJBF, envisage très prochainement de renouveler ses instances dirigeantes dans tous les arrondissements, communes et provinces. Telle est la substance de l'information partagée avec la presse. Le CNJBF s'est engagé depuis mars 2017 dans un processus de dynamisation de ses activités avec pour objectif de défendre les intérêts de la jeunesse burkinabé. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso a souhaité organiser cette conférence de presse en vue d'informer l'opinion publique nationale et internationale et surtout les responsables des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse sur le processus en cours, ce processus qui va conduire à la mise en place des bureaux au niveau des communes du Burkina Faso, au niveau des arrondissements, de toutes les provinces et qui va conduire aussi au renouvellement des conseils régionaux de jeunesse qui existent, les bureaux régionaux, et enfin au renouvellement du bureau exécutif national. Les responsables du Conseil national de la jeunesse disent vouloir prendre en compte les résultats des travaux de la commission technique. Cette commission a procédé à la relecture des statuts règlements intérieurs ainsi qu'un projet de code électoral pour un processus transparent, inclusif et démocratique dans le renouvellement des bureaux. Nous mettons à présent le cap sur Bobo Dioulasso où l'excellence a été magnifiée à l'ABEPAM, l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants. Les élèves qui ont un handicap visuel et qui se sont distingués aux différents examens scolaires ont été encouragés et récompensés. Cette année, l'ABEPAM a fait 80% de succès au CEP et 15% au BEPC. Biludou Bazongo, Kaduro Menki. 80% de réussite au CEP et 15% de réussite au BEPC. Les taux sont en deçà des attentes, mais les efforts consentis sont à saluer. C'est pourquoi l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, en abrégé ABEPAM, se félicite ici pour les résultats engrangés à travers cette journée dite de l'excellence, où les meilleurs élèves aveugles et malvoyants reçoivent ici des prix d'encouragement. Je suis vraiment content d'avoir ces cadeaux. J'en suis vraiment fier. Dans la vie, moi je souhaite devenir écrivain. Je compte devenir un journaliste international. Seule la force du travail permet de vaincre certains préjugés. Le président de l'ABEPAM, lui-même alors handicapé visuel, invite tous les élèves aveugles et malvoyants à aimer le travail bien fait et à inspirer l'admiration et le respect grâce à leur combativité. Celui qui ne peut pas lutter, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Chacun a sa part contributive à l'éducation de ses enfants. Et les enfants eux-mêmes doivent faire leur autocritique. On ne peut pas être dans une classe avec ses camarades et croire que l'enseignant doit uniquement te prendre en compte parce que tu es handicapé. Non. Cette journée de l'excellence à l'ABEPAM se veut donc un plaidoyer, si besoin est, de convaincre les plus sceptiques encore que le handicap n'est pas une fatalité. L'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants est présente au baccalauréat session de 2017
avec une candidate qui vient d'obtenir son diplôme. Retour à Ouagadougou pour dire que le SIG, le service d'information du gouvernement, a un nouveau coordonnateur depuis quelques jours. Félix Bobar Kambiré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a officiellement pris fonction hier vendredi. La cérémonie de passation de service dans ce reportage signé Kwale Nebié et Vincent Tchendrebego. Félix Bobar Kambiré assume désormais les fonctions de coordonnateur du service d'information du gouvernement. Nommé par le Conseil des ministres mercredi dernier, il a été installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Un nouveau coordonnateur qui dit mesurer la tâche qui est la sienne. Nous avons les défis d'information du public, les défis de communication, les défis de faire connaître les services publics de l'État, des pouvoirs publics. Donc c'est de faire connaître les activités de l'exécutif. Après 18 mois passés à la tête du SIG, Barnabé Kiemtarmboum quitte ce poste avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Et pour lui, c'est avec satisfaction qu'il passe la charge à son successeur. Comme bilan, je retiendrai quelques aspects. Vous voyez le bâtiment qui est juste derrière vous, c'était un rêve. Maintenant, c'est une réalité. Nous avons ensuite le décret SIG qui a été adopté. C'est vrai qu'il y a des imperfections parce que c'est un texte, mais ça relance en même temps le problème de l'ancrage institutionnel du SIG. Le nouveau coordinateur a déjà tout dit. Le secret d'une bonne réussite, c'est une calibacée du SIG. Nous avons certainement essayé. Nous n'avons pas eu une calibacée. Nous n'avons eu peut-être, je dirais qu'une petite tâche de chieur. Mais si avec une petite tâche, on a pu obtenir ce que nous avons, avec une calibacée, je suis convaincu que vous aurez de meilleurs résultats. Le coordonnateur du SIG a pour mission essentielle d'assurer la communication et la visibilité de l'action gouvernementale à travers son service central et les directions de communication et de presse des différents ministères. Au ministère en charge de l'environnement, le second inventaire forestier national était soumis à validation au cours d'un atelier organisé hier à Ouagadougou. Ce document contient l'ensemble des ressources forestières nationales recensées en 2015. L'inventaire forestier national se veut également un outil de planification et de gestion dans le processus de valorisation des produits forestiers. Yacouba Gamene, Omar Zombri. Le ministère de l'Environnement met au profit des acteurs forestiers un second inventaire des ressources naturelles nationales. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, les résultats de ce second inventaire constituent un référentiel pour les acteurs forestiers dans la valorisation des produits de la forêt. L'objectif de cet atelier, c'est de valider un document qui est capital. Parce qu'avec l'appui de nos partenaires donc, du Luxembourg, le Burkina a pu réaliser un inventaire forestier. La forêt, disons que globalement elle se porte bien, mais elle pourrait encore mieux se porter parce que les résultats de l'inventaire forestier qui a été conduit de 2012 à 2015 révèlent malheureusement une diminution des ressources forestières donc, du Burkina, donc de l'ordre de 1,3% par an. Ce second inventaire forestier vient après celui de 1980. Il a été réalisé au cours de la période 2012-2015 et est financé par le Grand-Duché de Luxembourg à plus de 2 milliards de francs CFA. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade luxembourgeoise, il s'agit de faire connaître les potentialités forestières du Burkina pour un développement inclusif. Nous pensons que l'importance dans cet inventaire réside aussi d'abord à produire un accès aux informations, à collecter toutes les informations disponibles pour avoir une meilleure connaissance de la situation actuelle et aussi de mieux connaître le potentiel des ressources forestières. Au sortir de cet atelier, les acteurs communaux, provinciaux et régionaux de filières de production forestière pourront désormais mieux planifier leurs interventions en ayant une bonne connaissance des potentialités et de leur répartition spatiale. Un mot de santé dans ce journal et nous parlons du diabète, une maladie qui progresse chaque année au Burkina Faso. Avec un taux de prévalence de près de 5%, le diabète est aujourd'hui considéré comme un problème de santé publique. Un changement de cette situation viendra certainement du programme dénommé Amélioration de la prévention et de la prise en charge du diabète dans 4 pays. Ce programme a été présenté au cours d'une rencontre tenue hier à Ouagadougou. Pawadrogo Jansongo et Yolande Lompo. Le diabète poursuit ses actions en faveur des personnes diabétiques, de la société civile et des systèmes de santé.
Son nouveau programme triennal 2017-2019 devrait améliorer la prise en charge des personnes atteintes de diabète au Mali, au Sénégal et aux Comores. Le Burkina Faso bénéficiera également des retombées de ce programme car sous nos cieux, le taux de prévalence se situe autour de 4,9%. Le travail sur le terrain nous prouve que ce taux il est totalement sous-estimé. Peut-être qu'il va falloir les revoir. Il y a des actions fortes qui doivent être prises. Par rapport à la prise en charge de ces patients, la disponibilité des soins de qualité et leur accessibilité par ces populations au niveau national. Et il y a aussi le renforcement des capacités des organisations de la société civile qui ont un rôle à jouer. Le diabète peut entraîner des complications graves chez les patients. Au cours du programme qui vient de s'achever, 58 séances de dépistage ont été organisées, ce qui a permis de toucher plus de 7300 personnes. Nous consommons du sucre tous les jours et le muscle qui brûle ces sucres-là a besoin de l'insuline pour pouvoir les assimiler. Il arrive des fois que la production de cette insuline-là soit déficitaire ou que cette insuline-là soit de mauvaise qualité. Si vous prenez ces patients qui sont parfois des personnes âgées, nous nous retrouvons avec des situations catastrophiques où un patient peut se retrouver avec une pathologie chronique par 3. La majeure partie des cas de diabète sont dus à des facteurs à risque que l'on peut modifier par la pratique du sport, mais aussi en évitant de manger trop gras, trop salé et trop sucré. En culture, le Burkina Faso célèbre le 8e anniversaire de la reconnaissance des ruines de l'Oropénie comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet anniversaire est célébré sous le signe du rôle de la communauté locale dans la gestion durable des ruines de l'Oropénie. Un thème choisi au regard de certaines actions perpétrées par les populations riveraines et qui constituent une menace pour ce patrimoine touristique. Pour cela, la sensibilisation était bien inscrite au programme des activités. Basile Bassolé et Issa Kanana. Les ruines de l'Oropénie, classées patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 26 juin 2009, le site est de nos jours menacé par de nombreuses actions anthropiques qui, au fil du temps, pourraient mettre en péril sa sauvegarde. Impliquer davantage les élus locaux dans la sauvegarde et la protection de ce patrimoine, c'est tout l'enjeu de cette marche débat initiée par les acteurs du ministère de la Culture. Ce que nous voulons, c'est que tout un chacun puisse de son côté sensibiliser, parce que la coercition n'est pas forcément la chose la mieux indiquée pour ces cas de figure, parce que le patrimoine, c'est avant tout pour tout un chacun. Et c'est conscient de leur rôle dans la protection de ce site universel exceptionnel que ces élus s'engagent à conserver de façon pérenne cet édifice, seul patrimoine au Burkina Faso mondialement reconnu. La commune va s'engager dans la sensibilisation, mais à elle seule même, il faut dire qu'elle ne peut pas. Nous allons impliquer les associations. Rôle de la communauté locale dans la gestion durable des ruines de l'Oropénie, c'est sur ce thème que se tient le 8e anniversaire de l'inscription des ruines sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une commémoration marquée par plusieurs activités, dont un atelier de validation et d'appropriation du plan de gestion des ruines, ainsi qu'une compétition de tir à l'arc. Actualité à l'étranger, la Russie prolonge l'embargo alimentaire sur les produits occidentaux. Vladimir Poutine a signé un décret prolongeant jusqu'en fin 2017 cet embargo russe imposé principalement aux pays de l'Union européenne. Vladimir Poutine l'a annoncé vendredi, la Russie prolonge jusqu'au 31 décembre 2018 l'embargo alimentaire russe imposé aux pays occidentaux, principalement de l'Union européenne. Ces mesures interdisent depuis août 2014 l'importation de la plupart des produits alimentaires venant des pays qui sanctionnent la Russie pour l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée et son soutien présumé aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Ces mesures sont prises en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou par les Américains et les Européens sur fond de crise ukrainienne. Mercredi, l'UE a prolongé de 6 mois les sanctions contre la Russie, faute d'avancement dans la mise en œuvre des accords de Minsk, devant permettre une trêve des combats et un dialogue politique entre les rebelles pro-russes et le gouvernement ukrainien. La Russie a par ailleurs informé vendredi le Conseil de l'Europe qu'elle suspendait sa participation à son budget. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.